Dominique Roland, bonjour. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter parce que j'ai vu que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes anthropologue, auteur, vous faites du théâtre, vous êtes maître de conférence à l'INALCO. J'aimerais savoir qui êtes-vous? Oui, bon, j'ai plusieurs casquettes, bien sûr, mais enfin, disons que j'ai un peu une casquette centrale qui réunit un peu tous ces différents aspects. C'est que je suis anthropologue au départ de formation et que c'est ça qui constitue un peu l'axe de mon travail autour de toutes ces choses un peu éclatées. D'accord, mais alors pourquoi l'anthropologie? C'est Alors, venu comment? pourquoi l'anthropologie? Ben, il faut remonter très loin, quand j'étais en train de passer mon bac, enfin, aux années d'adolescence. Je ne savais pas trop quoi faire. D'ailleurs, j'avais envie de faire du théâtre un peu. J'étais un peu partagée entre faire du théâtre ou faire des études. Et puis, c'est mon père qui m'a dit. Mon père a fait ses études à Hanoï et il avait comme ami Condominas, donc qui à l'époque était étudiant en fac de droit et qui par la suite, donc très vite, s'est mis à faire de l'anthropologie. Donc, bon, ce jour-là, où j'étais chez mon père, il m'a dit, tu devrais faire comme Kondo. Je lui ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il fait Kondo? Ben, il m'a dit, il est ethnologue à l'époque, on n'a pas dit anthropologue. Et il m'a dit, c'est bien, tu devrais faire ça parce qu'en fait, c'est un métier qui allie à la fois les aspects aventuriers, les aspects intellectuels. Et il me dit, je pense que ça te conviendra bien. Donc c'était parti un peu comme ça sur cette idée-là. Puis j'ai rencontré Condominas, effectivement, par la suite, qui est devenu mon directeur de thèse. Et voilà, le premier déclic, c'était ça. Et ensuite, mon père, donc, qui à l'époque travaillait pour une grosse entreprise et voyageait beaucoup, avait cumulé des miles. Donc, quand j'ai passé mon bac, il m'a dit, bah, écoute, prends les miles et va où tu veux. Et j'ai été le plus loin que je pouvais, c'est-à-dire j'ai été en Polynésie française à l'époque, parce qu'il se trouvait que mon père, il y avait un ami qui s'était retiré sur un atoll et j'ai été le voir. Et là, le hasard des hasards, sur cet atoll, il y avait un autre anthropologue qui est Paul Otino, qui faisait son travail de terrain et que j'ai suivi pendant ce temps-là. Et donc, quand je suis rentrée en France après ces expériences, j'ai dit, bon, c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme eux. Voilà, donc j'ai été à la fac et puis les choses ont suivi. Donc ces rencontres ont été très importantes en fait. Bah, elle était très importante parce que donc Paul Otino, après, il s'est trouvé qu'il était professeur à Nanterre, au département d'ethnologie, et que donc il m'a fait venir à Nanterre. J'ai même donné des cours pour lui à l'intérieur de son enseignement. Et il a monté un petit groupe de recherche sur Madagascar pour lequel il a trouvé, via le laboratoire de Condominas, des fonds pour qu'on puisse partir en mission, qui étaient des fonds très limités, mais enfin qui à l'époque nous permettaient de partir sur le terrain. Donc, on avait en gros un billet d'avion et puis un peu d'argent pour tenir le coup. Et donc je suis partie dans le sud-est de Madagascar où j'ai passé 3 ans pour faire ma thèse. Alors ça a commencé comme ça. Et voilà, donc après je suis rentrée en France. Bon, c'était une épreuve un peu, évidemment comme toujours, les terrains comme ça, c'est toujours des épreuves un peu initiatiques, un peu dures, à la fois un peu éprouvant et physiquement et psychologiquement. Et donc après, au fond, je ne savais pas très bien quoi faire de ça. Ensuite, en plus, il faut dire que je me suis trouvée à Madagascar pendant cette période-là. Il y a eu la chute du régime de Tsiranana. Donc, on s'est trouvé dans une période de troubles et de manifestations, de répression assez dures, dans lesquelles nous n'étions pas, en tant que Français, directement impliqués. Surtout moi, qui étais dans la brousse profonde, donc je n'étais pas vraiment touchée. Mais ça a fait que les universités ont fermé et que donc, quand je suis rentrée en France, le retour à Tananarive que j'espérais était quasi impossible. Donc là, j'ai commencé à décider, puis aussi dans une crise un peu comme ça par rapport à l'anthropologie, à dire que je voulais travailler sur les banlieues, que j'allais faire de l'anthropologie, je disais à l'époque, de cage d'escalier, et au lieu de faire de l'anthropologie de forêt profonde. Donc j'ai passé un temps comme ça, et ensuite, comme il fallait bien quand même gagner sa vie, donc j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis pour le Conseil général sur des opérations de rénovation d'habitats insalubres. Et puis, bon, le hasard a fait que dans les années 80, je suis partie dans un pays qui s'appelait le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, avec un contrat sur un centre de recherche à Kinshasa.
Donc voilà, pour faire vite, Court, ouais. une espèce de première étape biographique, quoi. Alors, ma question est, quand est venu ce thème du métissage dans votre recherche? Alors ça, c'est arrivé tard et c'est intéressant à poser comme question maintenant parce qu'on pourrait demander pourquoi c'est pas arrivé plus tôt. D'abord parce qu'il y a une raison familiale, je suis d'une famille eurasienne, donc on aurait pu imaginer que je fasse cette démarche plus tôt. Alors, bon, il y a deux explications au fait que ça n'est pas arrivé tout de suite. C'est d'abord que le Vietnam était un terrain qui était inaccessible parce qu'il y avait la guerre. Ça, c'est une première raison pour laquelle je n'ai pas investi le Vietnam à cette époque-là. Mais pas seulement, c'est probablement parce que le rapport à mes origines était compliqué et que donc aller de manière frontale travailler au Vietnam, c'était difficile. Pour moi, Madagascar, c'était un espèce de contournement habile. En fait, pour moi, Madagascar, et peut-être l'anthropologie elle-même, au fond, à part ce joke un peu de dire que c'est parce que mon père m'a dit tu devrais faire comme Kondo. La véritable raison, c'est que pour moi, l'anthropologie, c'était aller voir de l'autre côté du miroir colonial, quoi. Alors, qu'est-ce que c'était qu'être un colonisé? Alors, d'une certaine façon, je l'ai vu, pas dans une période coloniale, mais j'étais dans une période postcoloniale, enfin très proche c'était dans les années 70. Madagascar était indépendant en 60, donc ça faisait à peine une dizaine d'années. Donc finalement, les mentalités, les comportements, il y avait encore des plantations tenues par des Français. J'ai vu quelque chose qui était assez proche de la période coloniale. Et pour moi, c'était important de voir cet autre côté, parce que c'était une façon de me dire que du côté de ma famille vietnamienne, du côté maternel, qu'est-ce que c'était d'être un indigène. Voilà, donc, bon, mais c'était pas la question du métissage qui pour moi était posée, c'était la question voilà, qu'est-ce que c'est l'autre côté, l'autre face, quoi. Parce que bon, la face française, bien entendu, je la connais, mais l'autre face, je n'y avais pas accès, donc c'était un moyen d'y avoir accès. Et c'était pour moi j'ai vécu un terrain extrêmement bouleversant sur le plan émotionnel et personnel, parce que j'étais prise dans une espèce de double bind épouvantable. J'étais dans une région extrêmement secrète, extrêmement fermée, où les Européens n'ont pratiquement pas pénétré, ou en tout cas, c'est pas qu'ils faisaient cuire les gens, c'est pas ça, ou qu'ils les tuaient, mais c'était qu'ils avaient des pratiques dissuasives extrêmement fortes, c'est-à-dire que quand on allait dans ces villages, eh ben, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à dormir, donc les gens, au bout de 24 heures, étaient bien obligés de partir. Et puis moi, j'ai réussi à m'implanter plus longtemps, je suis restée 3 ans là-bas, donc, et donc prise dans quelque chose qui après a fait écho à d'autres interprétations coloniales. En fait, comme ces gens étaient des gens qui pratiquaient le secret sur leur histoire, le secret sur leurs origines, le secret sur leurs traditions, et que moi, au fond, en tant qu'ethnologue, j'étais là pour, évidemment, lever ce secret. Donc la situation était impossible, parce que ces gens-là, je respectais ces gens-là comme des purs, d'une certaine façon, à partir du moment où ils ne me parlaient pas. Mais sauf que j'étais là pour qu'ils me parlent. Donc c'est devenu très vite très compliqué, il y avait des vieillards qui étaient absolument impénétrables, et je voyais bien que jamais au monde ils me parleraient. Et au fond, je les aimais pour cela, parce qu'ils refusaient de me parler. Mais enfin, c'était absurde, puisque moi, j'étais là j'avais besoin de collecter de l'information, quoi. Donc, ça a soulevé des questions à propos justement de la loyauté, de qu'est-ce que c'est qu'être loyal à sa propre culture, qu'est-ce que c'est qu'être... Parce que j'ai des questions que j'allais retrouver avec les histoires du métissage et les histoires des émergences des élites. Qu'est-ce que c'est dans une situation coloniale qu'être traître ou qu'être loyal, et la question se pose tout le temps. Et là, elle se posait déjà comme ça. Voilà, s'ils me parlaient, c'est qu'ils étaient des purs et durs, c'est qu'ils n'étaient pas des purs et durs, et s'ils refusaient de me parler, ben voilà, ils se comportaient comme, à mon sens, auraient dû se comporter des indigènes
inaltérables d'une certaine façon. Voilà, donc c'était difficile de les voir. Mais enfin, donc, du coup, j'ai appris beaucoup, peut-être pas tellement sur cette société que j'étudiais, ces antémours. J'ai appris, bien sûr, mais c'était surtout sur ces rapports, sur qu'est-ce que c'était le rapport entre un anthropologue, un ethnologue, et ces populations, et qu'est-ce que c'était aussi, du coup, qu'est-ce que c'était que la relation entre des colonisateurs et des colonisés, d'une certaine façon. Voilà, donc c'était cette première... Alors, pour revenir à pourquoi pas le métissage, d'abord parce que le métissage, comme pour beaucoup de métis, hein, dès qu'on les interroge, on tombe là-dessus, c'est qu'on a tous vécu des situations de très très grand silence. On ne savait rien. Moi, je ne comprenais rien. J'étais élevée par mon grand-père qui était métisse pour une part parce que mes parents étaient partis vivre en Italie. Et je ne peux pas dire ce que je comprenais, ce qui se passait. Je sentais bien qu'il y avait eu du drame, il y avait eu de la complication, il y avait de la contradiction, il y avait des choses, mais je ne savais pas quel était le contenu de ces choses-là. En plus, je confondais tout parce que j'étais très jeune, j'avais 5 ans, 6 ans. Je voyais à la télévision les images de la guerre d'Algérie. Je ne sais pas si c'était la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Mon oncle avait été tué en mars 1945 par les Japonais. Je ne comprenais pas ce que les Japonais venaient faire dans cette histoire. Mais on n'en parlait pas non plus. On sentait qu'on était sous un peu une coupe de silence. Des gens que je voyais passer chez mes grands-parents, ils étaient sans arrêt dans le déni de leurs origines. Et je voyais bien qu'ils essayaient toujours de se présenter comme français jusqu'à l'obsession, d'une certaine façon, alors qu'ils avaient des traits physiques asiatiques. Donc voilà, c'était très confus. Là aussi, pour faire une incise, tout ça m'a été rendu plus clair et plus compréhensible, par exemple, quand j'ai lu Césaire, quand je l'ai rencontré, parce que tout d'un coup, ça faisait un écho aux Antilles extrêmement fort. Donc les choses que j'ai écrites après, par la suite, sur l'Indochine, elles ont été beaucoup lues aux Antilles. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'elles ont eu le plus d'écho, parce que, du coup, ces questions de l'assimilation, des doubles cultures, elle était évidemment très présente chez eux, et pour eux, la lecture était évidente. Donc pas de travail sur le métissage en soi, et d'ailleurs, le mot, il n'existait pas. Dans les sciences humaines, on n'en parlait pas, dans les médias, moins encore. En fait, c'était Condominas qui, la première fois, en avait parlé, parce que j'ai retrouvé des lettres qu'il avait écrites à l'école française d'Extrême-Orient, quand lui était très jeune ethnologue à Dalat. Il écrivait, et dans un de ses rapports, il dit « il faut absolument travailler sur la question du métissage parce qu'elle est centrale ». Et lui n'en a rien fait, personne n'en a rien fait, ça n'intéressait personne à l'époque. Voilà. Et puis, ceux qui étaient directement concernés étaient sans doute trop proches de la question, c'était trop confus affectivement pour eux, et donc personne n'en parlait. Peut-être pour expliquer aussi des choses, la façon dont je voyais des choses. Pour moi, quand j'étais très jeune, c'était très compliqué l'histoire de l'Indochine, parce que mes grands-parents, quand ils m'en parlaient, c'est drôle, ils me parlaient principalement des animaux. Donc j'avais l'impression que ce pays est un pays, une jungle, il y avait des tigres, c'était assez fantastique. Ma mère avait des singes, des tigres, elle avait une mangouste qui dormait dans son lit. Voilà, donc c'était des histoires d'animaux. Et après, je me suis rendu compte à contre-coup qu'à travers ces histoires d'animaux, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites. Voilà, tout d'un coup, ma grand-mère me racontait qu'une chienne qui avait eu une portée de chiots pendant l'occupation japonaise avait creusé un tunnel sous une clôture pour lui ramener les chiots. Donc il y avait ça, occupation japonaise, quoi. Et puis, mais qu'est-ce que c'était l'occupation japonaise, je ne savais pas. Mais les animaux étaient porteurs dans leurs histoires de choses. Mon oncle avait tué un tigre, par erreur, par hasard, il a tué un tigre, et il était parti à la chasse, il avait un petit fusil de rien, quoi, pour tuer des coqs de bruyère, et il a débouché dans une clairière, et il y avait une tigresse qui était là, allongée au bord du fleuve, et
presque par réflexe, il a eu peur, il a tiré, il l'a frappée dans la nuque et elle est tombée raide. Donc le jeune homme vietnamien qui était avec lui a été complètement terrifié par cette chose-là, parce que ça n'arrive pas, c'est impossible, on ne tue pas un tigre comme ça avec un petit plomb. Et donc, il l'a tout de suite interprété comme un signe maléfique, un signe de... Le tigre en plus occupe une place importante dans l'imaginaire vietnamien, donc le fait de tuer un tigre, c'était... le tigre, c'est celui on ne prononce pas son nom jamais, parce que c'est un personnage comme ça, enfin un animal un peu étrange. On dit encore, on l'appelle par le bruit qu'il fait, on dit Homba Moi, Monsieur 30, parce qu'on dit 30 pas, parce qu'on dit qu'au-delà de 30 pas, il n'entend plus son nom. Et on dit aussi, mon grand-père me disait, voilà, des choses comme ça quand j'étais petite, que sur le front, si on regarde bien les rayures, il a le signe tigre décrit. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas. Et je me souviens, je lui disais, mais pourquoi on ne peut pas l'appeler? C'est parce qu'il est méchant? Et il me disait, non, c'est parce qu'il est puissant. Et alors j'avais un tigre en peluche, je lui disais, mais sur le tigre en peluche, on ne peut pas lire le caractère, il n'y a pas écrit le caractère. Et alors je me disais, peut-être qu'il est trop petit, il ne peut pas être encore puissant. Et donc tout ça, voilà, toutes ces histoires d'animaux faisaient que ça composait un paysage dans lequel je percevais qu'il y avait des choses. Parce que donc, mon oncle, pour revenir à cette histoire de tigre, il a tué ce tigre, ça a fait peur à tout le monde. Ma grand-mère, quand elle l'a vu, elle arrivait, elle lui dit, mais enfin, pourquoi tu l'as tué, quoi? Et il a dit, mais j'ai pas fait exprès. Et il est mort un mois après, il a été tué par les Japonais. Ah oui, donc, cette histoire, elle m'était racontée comme une histoire purement familiale, mais derrière, il y avait tué par les Japonais, il y avait la guerre, le Viet Minh, les machins, la résistance, enfin, tout un tas de choses. Donc, c'était transporté comme ça. Donc, les questions du métissage, elles ne m'étaient pas posées clairement. Je comprenais très bien. Je savais que j'avais une arrière-grand-mère vietnamienne que j'ai connue parce qu'elle a été rapatriée. Elle vivait à Sète avec une de ses filles, donc je l'ai connue. C'est un personnage tellement étrange. Elle avait les dents laquées, un bandeau noir, enfin, elle était habillée bizarre. Elle avait un hôtel avec des bougies qui brûlaient. Et elle me regardait comme ça. Bon, c'était quelque chose de curieux, quoi, mais pas plus. Moi, du coup, j'ai une question. À quel moment, alors quel a été le déclic pour commencer à travailler justement sur le métissage? Alors, par exemple, il y avait des choses. Je me souviens de choses précises. Quand j'étais petite, j'allais à l'école. Et un jour, il y a une petite fille dans la cour de récréation qui m'a dit, c'est qui le Chinois qui vient te chercher à la sortie de l'école? Et j'ai pas compris la question. Je savais pas de qui elle parlait, parce que mon grand-père, pour moi, je ne voyais pas sa différence physique, comme évidemment les proches donc je comprends pour un Chinois. Et j'ai pas été capable de lui répondre. Puis après, j'étais embêtée par cette question. Je disais, mais j'aurais dû lui dire, mais il n'est pas chinois, il est tonkinois. Et puis après, je me suis dit, mais si je lui dis tonkinois, elle m'aurait dit, c'est quoi le tonkin? J'aurais dit. Alors, et tout ça, je me reconstituais, je me disais, ben, je lui aurais dit, c'est une province de la France. Et puis quand je pensais ça, je me disais, mais sûrement, elle va dire, maintenant, une province de la France qui est en Chine, qu'est-ce que tu racontes et tout. Donc je me suis, comme ça, je me suis rendu compte que c'était quoi, une province de la France qui est en Chine, de la Chine qui est en France, de quoi? Donc, il venait d'un endroit quand même qui était bizarre, quoi. Derrière, il y avait je sentais qu'il y avait l'histoire. Mais donc, bon, tout ça, c'est plus ou moins... Et puis, c'est pas complètement zappé, ça existe. Parce que moi, je grandis avec la guerre du Vietnam. Donc, la guerre du Vietnam, pour moi, avoir une ascendance vietnamienne, là aussi, c'est complètement ambivalent d'être métisse. C'est que vis-à-vis de mes camarades de la fac, bon, moi, j'avais potentiellement quand on voyait les opérations, les actualités, j'avais potentiellement des cousins qui étaient Bodoy, donc c'était pas un titre de gloire, mais d'un autre côté, le métissage, c'est à double face. Bon, il y avait la partie française, qu'est-ce que c'était, je savais pas trop. Bon, on était quand même considérés comme des colonialistes. Donc, ce n'était pas l'histoire du métissage qui venait en avant, c'était plutôt l'histoire de l'ascendance vietnamienne en même temps. De même que quand j'étais à Madagascar, c'était la question de l'ascendance vietnamienne, pas la question du métissage, qui est certainement très très compliquée. Mais, alors, pour répondre à cette question, j'arrive tardivement. Dans les années 90, tout d'un coup, le mot métis est apparu.
Avant, il n'existait pas. Dans mon enfance, il n'existait pas. Mon grand-père, à la rigueur, peut-être il aurait dit eurasien, et même je pense qu'il n'aurait rien dit du tout. De lui, il ne se qualifiait pas en tant que tel, du fait qu'il avait une grand-mère vietnamienne, ça ne correspondait pas à une catégorie pour lui, je pense. De lui, on disait qu'il était un métis. La chose que je savais, ce que ma mère, après, m'avait dit, oui, non, mais ma mère m'avait dit, c'est que métis, c'était une insulte. C'est-à-dire que dans la rue, quand on les voyait, dans les rues de Saigon, de Haiphong, de Hanoï, les gens disaient sale métis, sale race de métis. Ma mère me racontait qu'on disait les métis, ils héritent de toutes les tares du côté français et du côté annamite. C'est quand même assez lourd comme héritage. Il n'y a pas rien du... C'est pas un peu du bon, un peu du mauvais, on prend tout le mauvais. Donc, quand j'ai vu apparaître ça dans les années 90, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même bizarre. Ce truc qui a été une insulte si longtemps dans la période coloniale, comment tout d'un coup ça peut devenir un truc qui est plutôt valorisé? On voyait apparaître le terme on voyait cuisine métisse, musique métisse. Ça continue un peu maintenant, bien que ça se soit un peu tassé. Mais on voyait ça vraiment partout. Et ça avait l'air d'un adjectif à coller à un peu n'importe quoi et qui valorisait le n'importe quoi, la cuisine, la musique, la mode, voilà. Plutôt des expressions artistiques ou des choses comme ça. Je me disais, c'est quand même, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en même temps, j'étais très dérangée parce qu'il me semblait que cette façon de parler médiatique, de parler du métissage, passait à la trappe la dimension coloniale, parce qu'on ne disait que... Ça ne disait que seulement être métisse, c'est vraiment super, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis après, il y avait derrière du discours, quelle richesse, etc., d'avoir une double culture, machin, tout ça. Et ça m'énervait profondément, enfin je me sentais profondément choquée et même tout à fait blessée par ça, parce que je me disais, mais... je disais aussi, les gens, ils en ont chié parce que justement, ils étaient dans la difficulté de vivre cette dualité. Et on ne parle pas de cette dualité, de cette difficulté, on parle que de l'aspect un peu comme ça, un peu fun, un peu rigolo, un peu sympa. Donc, je dis, qu'est-ce qu'ils ont? Sans compter que ceux qui utilisaient ce terme et qui en parlaient n'étaient pas métis eux-mêmes. C'était la société qui renvoyait cette image. Alors là, bon, là, j'ai pris la chose en tant qu'objet d'étude, à la fois en prenant ma propre histoire, en essayant d'aller voir dans ma propre histoire qu'est-ce qui s'était passé vraiment, qu'est-ce qui s'était passé pour mon grand-père, qu'est-ce qui s'était réellement pour d'autres gens que je connaissais, parce que bien entendu dans l'environnement de mon grand-père j'en avais vu beaucoup, donc je connaissais beaucoup de gens qui appartenaient de sa génération qui était métisse, donc il faut que j'aille voir quelque chose. Puis j'en ai reparlé avec Condominas à plusieurs reprises, et donc il y avait cette gêne. Pour moi, quand je revenais à l'origine du mot, c'était clair que c'était une construction coloniale, le métissage, c'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas métisse quand on est enfant d'un Allemand et d'un Français, ou d'un Anglais et d'un Espagnol. On n'appelle pas ça un métis, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a une double culture, c'est une autre histoire. Et c'est quoi la différence? La différence, elle est très évidente. C'est quand on est métis, c'est qu'on est issu à la fois du colonisateur et du colonisé, et que si on le dit comme ça, on comprend tout de suite que c'est intenable. Enfin, c'est une situation psychologique de tension permanente et de tensions qui ne peuvent pas se résoudre, qui se résolvent quand on est un intello, quand on est un artiste, et c'est là que du coup, alors, cette histoire me fait rebondir sur du très contemporain, parce que quelquefois on me dit, mais enfin, l'Indochine, c'est vieux, c'est fini, mais à partir de là, je pose la question de dire, mais quand un enfant de banlieue qui caillasse des bagnoles, qu'est-ce qu'il est d'autre que quelqu'un qui est porteur d'une part dominante et d'une part dominée de son identité, et qu'est-ce qu'il est d'autre que quelqu'un qui n'arrive pas à négocier cette chose-là?
Donc, c'était ça aussi, le raccrocher à la société contemporaine. C'était justement, quand on me parle du métissage, en me faisant du brouillage là-dessus, on passe à la trappe à la fois la réalité coloniale et aussi la réalité postcoloniale de cette chose. Donc, je l'ai fait un peu avec une certaine colère, quoi, de revenir là-dessus. Et je me rendais compte que ça passait pas, parce que même des gens même qui étaient concernés me disaient, mais moi, je suis mariée à une Vietnamienne, j'ai un enfant, il n'a pas de problème, bon, voilà, des choses comme ça. Oui, tant mieux, ouais, je suis très contente qu'il n'ait pas de problème, mais cette question, elle était... Et le plus surprenant, c'est qu'en fait, j'étais la seule à la poser. De cette façon-là, personne... Il y a eu une exposition, alors là, ma colère a grandi, au Quai Branly qui s'appelait Planète Métis. Oui, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Alors, cette dimension-là n'apparaissait pas non plus. Et Planète Métis, le sous-titre, c'était To Mix or Not To Mix. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Quai Branly, c'est une institution académique. Qu'est-ce qu'elle a à faire ce truc qui bling-bling de To Mix or Not To Mix? C'était pas ça. Et ça n'abordait... Et les personnes qui ont été commissaires de cette exposition étaient des gens tout à fait remarquables. Mais des gens qui avaient travaillé sur l'Amérique latine, territoire pour lequel il y a une espèce de fantasme justement d'un métissage réussi, parfait, où tout serait bien. Ce que tous les chercheurs un peu pointus brésiliens savent que la réalité qui continue à exister, c'est que plus on est noir, plus on est en bas de l'échelle sociale, et que c'est pas vrai du tout, que c'est vrai peut-être dans des milieux urbains, mais que le fond de la chose, c'est ça, c'est qu'on est quand même encore dans une logique coloniale et postcoloniale. Ouais. Donc, cette exposition ne faisait pas du tout allusion à l'Asie. Or, en Indochine, c'est quand même là qu'il y a eu le plus de métis et qu'ils ont constitué une catégorie sociale à part. Rien, on n'en parle pas. Il y a eu aussi dans la même période un colloque au Louvre où pareil, rien sur l'Asie. Et comment vous expliquez ça, justement? Mais je l'explique parce que, alors après je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passait dans ces années 90 ? J'ai vaguement compris, et je pense que c'est une hypothèse valide, qu'on était dans une époque on est dans l'époque de l'émergence de l'antiracisme. C'est Touche pas à mon pote, c'est la marche des beurs, c'est tout ça. Et que donc, en fait, valoriser cette histoire de métissage, c'était une façon de se positionner dans l'antiracisme. Ce n'était pas sur l'objet lui-même qui était concerné. Ce qui était concerné, c'est affirmer une position d'antiracisme, donc participer de plusieurs cultures en même temps, c'était mieux qu'en avoir qu'une seule. Il y a un texte je crois que c'est, je ne sais plus quel auteur indien américain, j'ai oublié, ça s'appelle La mort de John Loney, et à un moment il y a le protagoniste qui est un détective indien. Alors ça après, c'est intéressant aussi de voir que dans la littérature policière, world policier, le policier est toujours un métis. Parce que c'est lui qui a la maîtrise des deux faces, donc en même temps il a cet aspect positif. Donc dans ce polar, il a une amante dont il est amoureux, et elle lui dit un soir, oh, qu'est-ce que tu as de la chance, toi, d'être à la fois indien et blanc. Tu peux être comme tu veux, un jour indien et un jour blanc. Et il lui répond pas, mais il dit oui, je dis, elle n'a rien compris, quoi, rien. Et il n'ose pas lui répondre, et il dit, mais il y a des fois où j'aimerais bien être que l'un ou que l'autre, parce que être les deux à la fois, c'est intenable. Donc c'est un très beau texte. On a des réflexions aussi comme ça de Cher Hamidou Khan dans L'Aventure ambiguë, où il dit ça, il parle de l'effroyable dualité, le fait d'être deux, que c'est insoutenable. Être à la fois Peul, un enfant Peul élevé dans son milieu musulman, religieux, et être à la fois un étudiant qui étudie Pascal. Il y a un moment où c'est très difficile de concilier ces deux choses. Donc,
la société française ne voyait pas ça et n'avait pas envie de voir ça et ne voit toujours pas ça d'ailleurs. Ne voit pas une chose, c'est qu'un métis, c'est quelqu'un qui est placé dans une injonction à choisir. C'est pas justement être deux, c'est être l'un ou l'autre. Et c'est comme quand on dit aux petits-enfants, si la maison brûle, tu choisis ton papa, de sauver ton papa ou ta maman. Ben, c'est exactement ça. Il est dans l'injonction de choisir. Quand Sarkozy dit si ça ne vous plaît pas, ben vous repartez. Si vous choisissez la France, vous parlez français, ne continuez pas. Enfin, en gros, il dit qu'il faut abandonner sa culture d'origine parce qu'elle est néfaste. Donc, c'est une injonction à choisir permanente, que ce soit à l'école, la rue. Voilà, on ne peut pas être les deux. Enfin, on peut être les deux quand on est comme nous, quoi, des intellos, des écrivains, parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est que la création ou l'activité intellectuelle permet de faire ce travail de récupération. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, effectivement, j'ai constaté que votre travail de recherche n'était pas seulement une forme académique de recherche uniquement, mais qu'également vous êtes allé sur d'autres supports, je dirais. Vous écrivez, vous faites du théâtre. Donc pourquoi c'était trop limité? Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi je le fais, peut-être simplement pour le plaisir, mais quand même, je trouvais que la forme académique n'était pas nécessairement celle qui était la plus appropriée, pas seulement pour exprimer, mais même pour trouver. Parfois, je pense que le travail d'écriture sur ces questions-là est un moyen d'accéder à une vérité que je n'ai pas forcément à distance. Quand je suis rentrée de Madagascar, j'ai beaucoup de mal à écrire ma thèse, parce que j'avais vécu 3 ans là-bas avec des gens. Et un jour, je me suis vue faire un exposé. Je faisais un diagramme pour expliquer la dévolution du pouvoir dans un clan. Et je faisais des petits schémas. Et je disais, bon ben voilà, alors celui-là, il est mort, donc ça passe à lui. Et pendant que je disais ça, je disais, celui-là, il est mort. Et je disais, mais celui-là, c'est pas un triangle, c'est un mec que je connais, qui est mort, que j'ai connu, avec lesquels j'ai mangé, avec lesquels j'ai parlé. Et je ne peux pas faire ça, j'ai plus envie de faire ça. Et donc j'ai fait ma thèse après, mais ça a été parler, je veux dire, mettre en discours, en raison des choses qui étaient de l'ordre de l'émotionnel. Je savais beaucoup de choses je pouvais dire beaucoup de choses qui rendaient compte de cette société, mais je n'avais pas envie de les dire comme ça. Donc pour le métissage, c'était un petit peu la même chose aussi. Il fallait passer nécessairement par le vécu des gens et le retranscrire comme ça. Donc la forme d'abord littéraire, d'abord écrite, ça a été la première voie. Et puis après, j'ai commencé à faire des lectures progressivement, puis les lectures se sont structurées. Et là, je travaille depuis 2 ans avec un dessinateur de bande dessinée qui est eurasien aussi, avec qui on fait un travail ensemble. Il s'appelle Clément Balou, donc, qui est un eurasien qui travaille aussi il fait un travail de bande dessinée qui sont des récits de vie, en fait. C'est plus proche de ce qu'on appelle le roman graphique maintenant. Et il collecte des récits de vie, et à travers ces récits de vie de la diaspora vietnamienne en France et aux États-Unis, il reconstruit leur histoire. Donc c'est lui, d'ailleurs, c'est avec lui qu'on a élaboré cette espèce de performance qui est à la fois graphique et textuelle, et on travaille aussi avec un musicien vietnamien, Chang Quang Hai, qui nous accompagne. Et voilà, donc on a élaboré ce spectacle où je raconte toutes ces choses qui en fait, ça s'appelle La Tonkinoise de l'île de Groix, parce que c'est l'adaptation d'un des derniers livres que j'ai fait qui s'appelle ainsi. Et bien que ça emprunte à d'autres livres aussi. Et en fait, c'est exactement ça. Je fais la même chose que quand j'écris un article universitaire, sauf que je le fais sur scène avec un musicien, un dessinateur. Peut-être aussi c'est parce que ça touche les gens autrement. Ils sortent de là, ils pleurent. Je veux dire, c'est pas que j'ai un talent forcément extraordinaire, mais ce que je dis est tellement, d'abord, inhabituel sur ces questions-là, que
on le voit, hein, quand on commence, au bout d'un moment, on a la salle en face, on a l'impression d'un bloc de pierre, quoi, plus personne ne bouge. Parce que tout d'un coup, on leur dit des choses, on leur fait voir cette question du métissage qui apparaît à tout le monde comme voilà, quelque chose d'un peu sympa, un peu rigolo. Tout d'un coup, ils tombent dans un questionnement qu'ils n'avaient pas eu et dont ils se rendent compte que c'est un questionnement qui va plus loin que la simple histoire familiale qui est sympa, mais enfin que ça pousse ses racines. Si on se sert de ça pour réfléchir à autre chose, à d'autres situations, voilà. Donc c'est ça. Pour terminer aussi un peu sur les casquettes, j'en ai une autre qui peut paraître extérieure, qui ne l'est pas. C'est que donc quand j'étais au Zaïre, République démocratique du Congo maintenant, je dépendais d'un laboratoire, d'un centre de recherche en linguistique appliquée, où j'étais censée faire l'anthropologue pour l'élaboration des manuels scolaires à destination des enfants zaïrois, en langue nationale et en français. J'ai pas fait grand-chose parce qu'en fait, ça n'intéressait personne que je fasse ça, mais j'ai appris là aussi autre chose, enfin à réfléchir sur cette question du métissage, parce qu'au-delà, c'est pas le biologique, c'est quand l'école est en français en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer un individu qui est porteur de deux cultures, peut-être pas de la même manière qu'ici, mais il est quelque chose, il est un produit nouveau. De même que je me suis beaucoup intéressée à la formation des élites dans les colonies, parce que là aussi, c'était des cas de figure de gens qui donc ont été à la fois modelés par l'école, puis par l'université française, les grands écrivains des années 30, bon, notamment Césaire, mais d'autres aussi, qui ont été forgés là-dedans, qui donc sont véritablement des gens qui sont pétris à la fois de leur culture d'origine et des apports de l'école, de leur parcours scolaire et universitaire, et qui en même temps ont fait un travail sur cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont résolue, mais ils ont posé des interrogations très fortes là-dessus et extrêmement importantes, parce qu'elles restent tout à fait valides. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est un universitaire congolais, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Enfin, c'est quelque chose qui est différent d'être congolais, qui est différent d'être français, qui est une autre. Donc je me suis intéressée à la façon dont ils avaient construit leur parcours, notamment en Indochine, mais pas seulement. Et il y a des choses merveilleuses, quoi. Il y a un intellectuel vietnamien qui s'appelle Nguyen An Linh, qui est à mon avis, un très très grand penseur, mais qui a été un peu oublié. Il avait monté une revue, et en exergue, il avait écrit l'oppression nous vient de France, l'esprit de liberté aussi. Et bon, c'est complètement lumineux, quoi, parce que les Vietnamiens, ils ont fait leur révolution avec la philosophie des Lumières. Et voilà. Et Aimé Césaire, quand j'allais chez lui, il lisait encore le grec et le latin dans le texte. Et voilà, et il avait lu tout Victor Hugo, il me parlait de Victor Hugo. Ça veut dire que ça a permis l'émergence de quand ça peut aboutir, ça permet l'émergence de quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faut pas croire que c'est pour tout le monde comme ça. Les laissés pour compte de ce métissage-là, ils sont dans la fracture. L'idée que c'est effectivement porter en soi les deux parts d'un monde qui est toujours inégal, quoi. Quand on est né dans une banlieue et qu'on est je sais pas, un Tchétchène immigré passé par l'école, on est porteur d'un monde inégal de toute façon. Même si ça ne s'appelle pas métis nécessairement, mais c'est quand même la même histoire qui se joue. Or, ce qui sur le métis est jamais dit sur le métissage, c'est cette question de l'inégalité. Parce que si on avait deux parts de soi-même à part égale et perçues de manière égale, bon, la question ne se poserait pas. La question, c'est qu'on ne peut pas nier qu'elles sont dans l'inégalité, qu'elles sont dans un rapport inégal.
Donc, et justement, la dimension médiatique nous fait croire, ou voudrait nous faire croire, que c'est tout pareil, que être martiniquais et être français, c'est pareil. Donc être franco-martiniquais, c'est une symbiose merveilleuse des deux. Ben non. Ce qui n'empêche pas que ça soit productif, qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas une symbiose harmonieuse. C'est au départ un truc. Bon, Fanon l'a aussi très très clairement montré. Donc il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ces questions-là profondément, mais qui n'étaient plus, voilà, qui sur la question du métissage n'étaient pas au devant de la scène. Voilà, donc tout ça fait que c'est, si on regarde ça comme ça, c'est pas si éclaté que ça au fond. Très beau parcours, oui. Je sais pas, j'en sais rien, mais enfin, bon, j'essaie de négocier moi-même, de négocier avec ça. Mon rapport avec le Vietnam, il est ça, il est aussi cette difficulté, tous les Eurasiens qui reviennent avec du rêve de retrouver les racines. On ne retrouve que dalle, vous allez arriver à Ho Chi Minh Ville, vous êtes d'un côté d'un trottoir avec des motos qui passent devant, et ça n'a que très très peu de rapport avec ma grand-mère qui me racontait que peut-être sur cette même rue, elle avait une amie d'école qui s'est fait écraser par un troupeau de buffles. Bon, donc, voilà, il s'est écoulé 100 ans et pendant ces 100 ans, toutes ces questions-là à travailler, tout ce rapport entre les... Mais bon, peut-être pour on terminer avec le Vietnam, bon, la jeunesse vietnamienne, elle est très éloignée de ces questionnements-là, mais je pense qu'un jour ou l'autre, elle aura à y revenir, quoi. Ces figures-là, quand je parlais d'une Guyane Annine, mais d'autres... Juste pour terminer, peut-être terminer par une anecdote, j'ai trouvé dans les archives de Dalat une correspondance avec le résident supérieur de l'ANAM où un chef de district s'inquiète de l'influence néfaste d'un petit livre que les instituteurs se passent l'un l'autre. Et ce petit livre s'appelle « Les paysans français avant 1789 ». Et ce truc, il y a toute une correspondance, fait scandale. Et j'imagine ces petits instits qui étaient si éloignés, qui lisaient ça, qui se passaient ce livre. Et quand je l'ai lu, il est très anodin, quoi, si on le voit avec nos yeux maintenant. Ça passait pour un brûlot, et que ces gars-là se le soient passés comme ça, en cachette. Et je me dis qu'après tout, peut-être il y a un de ces arrière-petits-enfants à Da Nang ou à Hue qui est en classe bilingue maintenant, qui un jour apprendra cette histoire, apprendra que, voilà, que c'est son arrière-grand-père a fait mûrir sa pensée anticoloniale parce qu'il avait lu un petit livre, une petite brochure sur les paysans français en 1789. Voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Oui, il y aurait sûrement d'autres choses. Mais il y a énormément de choses à dire sur cette question. En tout cas, merci beaucoup, Dominique Rolland. Oui, Dominique, j'aimerais revenir donc sur votre bibliographie. Combien de livres avez-vous écrits? Alors, il y en a 5 plus 1 en cours. Presque fini. Donc, dans l'ordre, pour... Oui, voilà, j'aimerais revenir un peu... Oui, parce qu'ils sont liés, d'une certaine façon, liés les uns aux autres. Comment ils se donc, sont le insérés. premier s'appelle 200 mêlées, et le sous-titre, c'est Chronique du métissage en Indochine, qui est un premier travail d'écriture sur cette question métisse, qui à la fois... Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois... Ils ont appelé ça une polyphonie. Bon, c'est gentil, mais c'est parce qu'il y a des genres différents. Dirons-nous, il y a une trame un peu familiale, donc de recherche des origines, de qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et puis, je l'ai écrit aussi pendant que j'étais au Vietnam, donc il y a aussi donc c'est des années 2000. J'avais déjà écrit des petits morceaux avant, mais disons que je l'ai écrit pratiquement entre 2000 et 2005 par moment. Ce sont des fragments comme ça, donc il y a aussi des éléments, des réflexions sur le Vietnam contemporain, sur ce que je vis au Vietnam dans le moment où j'étais attachée de coopération à l'époque à Ho Chi Minh Ville. Donc c'était un premier débroussaillage. Il est épuisé maintenant, paraît-il.
Mais bon, on va voir peut-être une réédition, on y pense, parce que c'est pas difficile, un livre épuisé. Et bien épuisé, c'est bien aussi, ça veut dire qu'il a été vendu, quoi, voilà. Et donc après ça, avec ce même éditeur, j'avais dans mes tiroirs des choses que j'avais écrites sur Madagascar. Quand j'ai écrit ma thèse, à cause des choses que je disais tout à l'heure, une espèce de malaise de parler des gens d'une manière académique, je m'étais fait un espèce de quelque chose qui ressemblait à une poubelle, quoi. Les choses que j'avais envie de dire qui ne pouvaient pas rentrer dans un discours académique, je les mettais dans un cahier, j'écrivais comme ça. Et puis, ça commençait à être assez important. Et je les ai passés à mon éditeur qui m'a dit, moi ça me plaît, j'ai envie d'éditer ça. Ça s'appelle Glissement de terrain. Évidemment, on comprend pourquoi, parce que je perds un peu pied dans ce terrain, et donc ça raconte tout ça, voilà, tout ce rapport à ce pays, à cet endroit, à ce fleuve, à ces gens. Et donc c'était un peu à part de l'Indochine, mais justement ça abordait les questions de secret, voilà, de la place de l'anthropologue dans un système qui est néocolonial, quoi. Et puis, mais c'est très littéraire, quoi. C'est pas du tout une enquête ou un travail fouillé d'analyse. Et puis, donc voilà, et il a pris ça n'a pas beaucoup marché parce que Madagascar, c'est pas une destination très porteuse. Donc voilà, mon éditeur est un éditeur de taille moyenne, donc il n'a pas les moyens non plus de... Mais il y a eu des échos quand même de ce genre. Hier, d'ailleurs, j'étais très étonnée, en cours, il y avait 2 étudiantes malgaches, elles l'avaient lu. J'en revenais pas. Hein. D'accord. Bon, et puis ensuite, donc, après ça, il y a un livre qui s'appelle La vie s'estompe, je demeure, qui en fait était une commande, parce que j'ai rencontré via mon éditeur une jeune femme qui a fait une exposition de maquettes, on peut dire que c'est d'une installation de nos jours en art plastique. Ce sont magnifiques, c'est un truc très très beau, ça s'appelle Cécile Léna. Son travail, ce sont des maquettes, elle est scénographe de théâtre, donc ce sont des maquettes qui se présentent à hauteur de vue, et il y en a 4 qui représentent des intérieurs. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de personnages, ce sont juste des pièces, et il y a juste un jeu d'éclairage et une histoire, pas une histoire, des bribes d'histoire. C'est comme si on surprenait des conversations comme ça. Et ces intérieurs sont manifestement très exotiques et asiatiques, donc on peut supposer que c'est en Indochine. Donc elle avait voulu que pour accompagner son exposition, il y ait les photos, il y a un livre de photos, il fallait des textes. Elle avait proposé des textes qui ne plaisaient pas à mon éditeur, donc il m'a passé commande de quelque chose, et là je savais pas trop quoi faire. Ce qui me plaisait pas trop, c'est que les textes qu'on lui avait donnés, il fallait tomber dans une espèce de facilité qui est duracienne, qui y a toujours l'amant, le machin, et des histoires d'amour. Bon, j'aime pas du tout les histoires d'amour coloniales, parce qu'évidemment, quand on est métis, les histoires d'amour coloniales, ça nous fait grincer des dents, parce que comme l'interrogation est toujours de l'histoire d'amour entre la congaille et le militaire, on veut bien y croire parce que c'est rassurant, mais enfin, on sait très bien que la plupart du temps, on est né de choses plus compliquées et sans doute moins romantiques. Quoi. Donc, bon, je voulais surtout pas tomber dans l'histoire d'amour colonial. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter à propos de ces pièces? Et tout d'un coup, je me suis imaginé, j'ai raconté l'histoire d'une maison. Et entre-temps, j'avais été à Hué, donc la ville où mes grands-parents avaient vécu, et grâce à un ami qui a une agence de voyage, j'avais cherché très très longtemps la maison de mes grands-parents, je ne la trouvais pas. Lui a fini par la retrouver, et il se trouve que c'est l'office de téléphone de la ville de Hué, maintenant. Et donc j'ai construit toute une espèce d'histoire autour de cette maison, l'histoire d'un jeune homme, bon je n'ai pas voulu le mettre à la première personne, donc j'ai inventé un jeune homme qui va sur les traces de la maison de ses grands-parents, qui trouve un vieux monsieur qui lui parle, qui commence à lui raconter des histoires de la maison, et plus il lui parle tous les jours, plus
le discours de ce monsieur interfère, s'entrecroise avec ce qu'il sait de sa famille. Donc il commence à se dire, c'est pas possible, ce type est lié à ma famille ou appartient à ma famille ou il y a quelque chose. Et un jour, quand il revient, le type n'est pas là et on lui dit, mais il n'y a pas de gardien, il n'y a jamais eu de gardien. Il dit, mais si, il y avait un monsieur qui était là, je lui ai parlé tous les jours. Et on lui dit, mais non, pas du tout, il n'y a jamais eu personne. Donc c'était... Donc, et voilà, donc c'est un récit comme ça. En même temps où il trouve des bribes de choses, il y a aussi des papiers qui sortent de la maison, des machins. Donc ça tourne. J'avais pris le prétexte justement de la maison plutôt que de prendre l'histoire des gens. Je l'ai pris par le biais de la maison. Et évidemment, ça raconte des histoires de gens aussi. Ça peut traduire un peu votre... C'est tout petit, ça. Ça peut traduire un peu votre trajet en fait, de recherche, enfin, la façon Voilà, dont vous oui. avez... Et puis il se trouvait que c'était vraiment l'histoire. Et j'ai mis en première page la vraie maison. D'accord. Et les photos donc des maquettes de Cécile à l'intérieur. Bon, alors ça c'était la commande. Ça s'est pas vendu du tout, sinon pour son exposition, ses expositions. Ce qui est dommage parce que en fait je trouve que c'est pas mal finalement. C'est petit mais c'est assez bien vu. Et puis alors après j'ai écrit un truc un peu plus important, c'est que quand j'ai écrit 200 mêlées, des gens, beaucoup d'Eurasiens sont venus me parler, m'ont téléphoné, ont pris contact avec moi, mais ont pris contact avec moi des gens dont je connaissais l'existence, mais que je n'avais pas rencontrés, qui sont les rapatriés d'Indochine de 1956, qui ont été hébergés dans un camp militaire à Sainte-Livrade-sur-Lot, donc dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agen, et qui sont restés toujours dans ce camp militaire, et qui sont venus me voir, qui m'ont dit, il faut que tu viennes au camp et il faut que tu écrives un livre sur nous. Donc je suis descendue au camp, une première fois, je suis tombée sur des trucs absolument ahurissants. Puis alors, question de métissage, c'était quand même gratiné, parce que la plupart des situations, ce sont des femmes vietnamiennes qui ont eu des concubins français. Vu la génération, la plupart du temps, c'était des militaires, puisque le contingent du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient pour la guerre d'Indochine, et ils sont arrivés à partir de 46, je crois, oui, 46, c'est 180 000 hommes qui sont restés en Indochine. Donc bien sûr, tout cela ont eu des concubines, ont eu des femmes ou des épouses, ont fait des enfants, mais il se trouve que dans ce contingent, avaient été recrutés des militaires de tout l'empire colonial. Donc du coup, les pères de ces gens-là sont martiniquais, guadeloupéens, tunisiens, marocains, sénégalais, tahitiens, kanaks, malgaches, réunionnais. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors ça, c'est pour les coloniaux. Et en plus, dans le corps expéditionnaire, il y avait la Légion étrangère. Donc on a des Bulgares, des Allemands, des Russes, de tout ce qu'on veut. On a compté à peu près, je ne sais pas, 80 nationalités paternelles. Et toutes les mères sont vietnamiennes. Donc une espèce de métissage fou dans lequel, dans ce camp, quand on rentre, tout le monde parle vietnamien. Donc la notion de physique disparaît complètement, puisqu'il y a des gens qui ont l'air de Sénégalais, d'autres qui ont l'air de Vietnamiens, d'autres qui sont blonds aux yeux bleus. Je disais dans mon livre, on a l'impression qu'il y a un dieu qui a pris des caractères comme ça, dans un sac, des cheveux crépus, des yeux bleus, des machins, puis il a jeté ça en vrac, et c'est tombé comme c'est tombé. Donc il y a de tout. On peut avoir des noirs avec des yeux bleus, des jaunes avec des cheveux crépus. C'est étonnant. Et d'ailleurs, il y a un ami sénégalais qui porte en plus un nom sénégalais, puisque lui, il porte le nom de son père, une espèce de grand africain de mère vietnamienne. Et l'été dernier, il avait rencontré une jeune femme sénégalaise. Et moi, pensant lui faire plaisir, je lui ai dit, bah, c'est bien, parce que maintenant, tu pourras aller voir le Sénégal, vous pourrez aller ensemble et tout. Et il m'a regardé, mais comme si je disais une chose invraisemblable. Et il m'a dit, mais moi, je ne suis pas sénégalais, je suis vietnamien. Je lui ai dit, écoute, essaie d'aller dire ça au Vietnam, le risque de surprendre un peu les populations. Mais il parle vietnamien et son aspect physique ne compte pas. D'ailleurs, ce père, il ne l'a pas connu du tout. Le hasard a fait qu'il était sénégalais, qu'il s'est fait tuer à Lang Son, à peu près au moment où il est né, ou peu de temps après sa naissance. Donc,
Voilà, donc j'ai découvert ce monde incroyable et de gens en plus qui étaient dans une souffrance, qui sont toujours dans une souffrance identitaire colossale, parce que quand même on les a rapatriés comme citoyens français. C'était des métis qui en Indochine étaient eux aussi dans l'obsession de se dire français, de donner des gages de citoyenneté, de francitude, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis quand ils arrivent en France, on les fout dans un camp militaire, on les oublie, qui est un camp pourri, quoi. Et ils ont vécu, donc le camp a été détruit pendant que j'étais là, donc il y a 2 ans. Les dernières démolitions ont eu lieu cet été. Et le camp, enfin, les maisons sont reconstruites sur place sous un modèle HLM, et donc les gens sont relogés là. Le début du camp date de... Le camp? Oui. Ils ont été rapatriés en 1956. D'accord. Donc ça fait plus de 50 ans, mais ils sont restés plus de 50 ans. Et alors les vieilles dames, la première génération, il doit en rester une dizaine. Elles ont donc dépassé 85 maintenant, donc j'en ai connu un certain nombre qui sont décédés depuis. Il y a des hommes aussi, mais ils étaient minoritaires, parce que les hommes qui sont restés au camp sont des gens qui étaient soit trop âgés pour se réinsérer dans la société française, soit malades, soit handicapés. Voilà. Donc j'ai découvert ce truc-là, et donc j'ai écrit un livre qui, là aussi, je ne voulais pas faire une étude universitaire, d'abord parce qu'il y avait des gens qui l'avaient fait, qui ne l'avaient pas publié, je ne voulais pas les gêner, et aussi parce que je voulais trouver une autre façon de dire les choses. J'ai donc amassé beaucoup de matériaux. En plus, je travaille. Je ne suis peut-être pas une très très bonne ethnologue. Peut-être c'est pour ça d'ailleurs que je n'écris pas de l'anthropologie, j'en sais rien. Mais par exemple, je ne fais que passer du temps comme ça. J'ai passé des jours et des jours au camp à rien faire, quoi. Aller de chez l'un à l'autre, à manger. Je n'ai jamais enregistré, j'enregistre pas. Et ce n'est que juste avant la rédaction, je suis descendue et j'ai enregistré quelques personnes pour vraiment pas me tromper, pour avoir un repère. Mais sinon, j'ai rien enregistré. Donc ma connaissance, j'avais besoin que cette connaissance soit comme ça, sensible, intuitive, de manger, de trucs. Et les choses, elles se disent comme ça. Alors, j'ai été aussi impliquée parce que maintenant, les gens du camp... luttent beaucoup pour la reconnaissance de leur histoire, et puisque le camp est détruit maintenant. Et dans les documents, enfin dans les projets, il y avait l'obligation de la mairie et de la région de faire édifier un lieu de mémoire. Et donc j'ai été porteur des projets sur le lieu de mémoire et un peu, dirons-nous, en montée au front contre la mairie qui, c'est pas qu'elle soit complètement opposée, mais c'est qu'on se rend compte que sur l'histoire coloniale, sur la mémoire coloniale, surtout en province, enfin bon, d'abord ils y connaissent rien, ils s'en fichent, c'est pas leur sujet, ils ont peur de rentrer dans des débats communautaristes, ils comprennent rien, donc ils font un minima, et généralement ils font plutôt mal. Et ils se mettent les gens à dos. Donc moi, je me suis trouvée un peu, comme ils disent, une sorte de Jedi. Je suis devenue le Jedi du camp. Ça s'appelle le CAFI, le camp. Ça s'appelle Centre d'accueil des Français d'Indochine. Ça s'appelle accueil. Voilà, bon, accueil, c'est un peu... le mot fait un peu sourire. Voilà, donc ça, c'est la période CAFI, et le livre sur le camp. Sainte-Livrade sur Lot. Maintenant, c'est vrai que c'est presque dommage. Alors, il y en a qui regrettent parce qu'on voit plus ce qu'a été le camp. C'était un truc, c'était un monde, mais hallucinant, quoi. Hallucinant. Il y avait quand même, quand ils sont arrivés, il y avait 1200 personnes, dont 700 enfants de moins de 14 ans dans ce camp. Donc, c'était un truc... ils ont grandi là-dedans, quoi. D'accord. Alors, je te dis, ils sont de toutes les couleurs, quoi. Même, ils me racontaient qu'un jour, ils avaient été se baigner au bord du lac et il y avait quelqu'un qui les a vus et qui a dit, mais vous êtes qui là? Alors qu'ils étaient du camp. Ah ben non, mais parce qu'ils sont de toutes les couleurs. Alors dans les années 60, il n'y avait déjà même pas d'étrangers dans le coin. Alors quand tu vois des gamins, tu as une brochette de gamins, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et ils ont l'air tous de venir de tel endroit. C'était drôle. D'accord. Voilà, tu dis quand c'est bon. C'est bon. Alors voilà, donc après cette expérience du centre d'accueil des Français d'Indochine de Sainte-Livrade-sur-Lot,
Je suis restée toujours en contact avec eux, bien sûr, et je continue à les aider à structurer leur réflexion sur sur la question de la mémoire. J'ai écrit un petit livre. Pourquoi je l'ai écrit, je ne sais pas, comme ça. En fait, j'ai été sollicitée par la mairie de Lorient pour les aider à organiser un événement autour du Vietnam en 2010. Et donc, en discutant avec mon éditeur, je dis, ce serait bien qu'on sorte un petit bouquin pour l'occasion. Et j'avais trouvé dans les archives, parce que tout ce travail-là, je fais aussi énormément de travail d'archives, quoi. Je passe mon temps à aller chercher des documents et exhumer des choses. Et dans ce travail, j'avais trouvé l'histoire de, en fait, la première métisse connue franco-vietnamienne, qui était la fille d'un officier de la Compagnie des Indes et d'une Vietnamienne dont on ne sait pas qui c'est. Elle s'appelait Hélène Barisi et surtout, elle a été la femme, l'épouse de Jean-Baptiste Chéniaud, qui est assez connu parce qu'il a été un des mandarins français à la cour de Zialong. En fait, c'est une histoire assez rocambolesque. C'est que l'empereur déchu du Vietnam a fait appel à l'évêque d'Adran, qui était l'évêque qui coordonnait les missions étrangères dans la région, pour qu'il demande l'aide du roi de France pour être remis sur le trône. Bon, finalement, l'aide du roi de France, après des péripéties que je vous passe, n'est pas venue. Et l'évêque d'Adran a réuni autour de lui des tas de gens, un peu des aventuriers, des officiers de l'armée des Indes, des gens qui faisaient du commerce, enfin une bande de gars européens qui a essayé de faire le coup de force, quoi, et qui ont remis l'empereur sur le trône. Et les survivants, ils n'étaient pas très nombreux, sont restés mandarins à la cour de l'empereur pendant... les derniers, dans Chéniaud, ont passé 40 ans au service de l'empereur Zialong. Et ils sont rentrés en France ensuite parce que Zialong est mort. Il a été remplacé par son fils Mingmang, qui n'aimait pas beaucoup les Français. Donc, bon, voilà, je passe sur l'histoire. Mais ce Jean-Baptiste Chéniaud avait épousé la fille de son copain Barisi et il est rentré en France avec elle. Donc, cette Hélène Barisi. Lui, évidemment, comme il était beaucoup plus âgé, il est mort à Lorient, assez désespéré parce qu'évidemment, entre-temps, on l'avait quand même pas mal oublié. Et bon, on s'en fichait un peu de son histoire de huée. Et la femme a survécu et elle est morte dans un couvent de Lorient. Elle est enterrée à Lorient, 1863, morte en 1860, née en 1860 à Saïgon, morte en 1863 à Lorient. Donc l'histoire était quand même assez rocambolesque. Et puis je l'ai tricotée avec une autre histoire que je connaissais qu'à moitié, mais dont j'ai creusé la piste. Je me suis souvenu que la mère de ma grand-mère était née à côté de Lorient, à Hennebont, et qu'elle était partie en Indochine dans les mêmes années pour épouser un type qu'elle ne connaissait pas à Saïgon, et qu'elle avait fait en fait le voyage en sens inverse et le destin en sens inverse. Donc, j'ai tricoté les deux histoires. Donc, l'histoire d'Hélène Barisi, naissant à Saïgon, mourant à Lorient, et l'histoire de mon arrière-grand-mère, naissant à Hennebont et mourant à Saïgon. Voilà, donc c'est un petit livre. Il est surtout plastiquement très beau, vous verrez, parce que la maquette a été très travaillée. C'est un tout petit bouquin qui a la taille d'un passeport. Ça s'appelle La Tonkinoise de l'île de Roi. Donc ça aussi, ça a très bien marché parce que aussi, c'est un objet plastique très beau. Et voilà. Et maintenant... En exclusivité. On en arrive au dernier, qui est une aventure en tant que telle. Quand je suis rentrée du Vietnam, en lisant des archives, notamment... Alors, bon, je résume un peu. Il y avait une revue qui a été fondée en 14, qui a paru de 1914 à 1945-44, donc, à Hué, qui s'appelait le Bulletin des Amis du Vieux Hué. Les Amis du Vieux Hué, c'était une association principalement de Français qui occupaient des postes différents dans la ville et qui étaient ce qu'on appelait des anamitophiles. Anamitophiles, c'est des gens qui étaient des passionnés de culture anamite, qui sont devenus de véritables érudits. Certains étaient des tops de top. Et ils ont créé cette association et cette revue dans laquelle ils publiaient des articles sur tout. Cette revue est actuellement la source principale d'informations sur Hué et la NAM
Voilà. Alors il y a de tout, il y a des choses plus ou moins intéressantes, mais il y a des choses fondamentales sur l'histoire, sur la civilisation, l'anthropologie, etc., l'histoire des religions. Mais il y a des notules, et dans les notules, j'ai découvert des papiers qui avaient été confiés par un des membres de l'association qui était mort en France. Sa femme avait envoyé ces papiers qu'il avait, voilà, ces notes. Et dans les notes, il y a tout un paquet de notes qui concernent le sabre de l'empereur Xiaolong. Xiaolong, c'est celui dont on vient de parler, qui a été remis sur le trône. Et j'apprends que ce sabre est aux Invalides. Et je comprends que ce sabre a été pris, à un moment ou un autre, envoyé au ministère des colonies ou des armées, qu'il a donné aux Invalides, puis plus personne ne sait que ce truc-là est là. Or, le sabre de l'empereur Xiaolong, c'est pas simplement un sabre, c'est pas une épée, c'est un des symboles de l'Empire. D'accord. Donc, j'avais la grippe à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je téléphone aux Invalides, je dis, vous avez le sabre de l'empereur Xiaolong? Ils disent, oui, oui, on l'a, il est dans une cave. Bon, je peux aller le voir? Oui, oui, ils me disent, bon. Et donc, je découvre le sabre. Et là, j'ai commencé à faire toute une recherche, mais surtout, ce qui est apparu dans ces papiers de ce monsieur, c'est qu'en 1913, il y avait des gens qui avaient essayé de le voler. Il y avait une tentative de vol aux Invalides. Et ils n'avaient réussi à prendre que le fourreau. Ils avaient cassé la vitrine, pris le fourreau et le sabre était resté là. Et quelqu'un avait écrit au général directeur du musée qu'il savait que ça venait d'anamites présents à Paris. Or, 1913, juste avant la guerre, on est au moment où tous les révolutionnaires anamites, dirons-nous, pour faire vite, sont à Paris. Plus des étudiants, plus il y a un tas de monde. Donc, voilà, donc je me suis dit, tout coup, ça m'a piqué ma curiosité. Oui. Je dis, voilà, ce que je n'ai pas dit dans mes fonctions, ce qui fait la liaison entre toutes mes casquettes, c'est que je dis, ce que je suis, c'est que je suis un détective privé des origines. C'est ça, ce que je fais comme métier, en fait. C'est pas anthropologue, c'est je débusque des choses. Et là, donc, à travers cette enquête sur le sabre, j'ai découvert un tas de trucs, j'ai sondé des tas de pistes, j'ai été aux archives de la police, j'ai vu les fiches de surveillance des gens où on les surveille, je sais minute par minute où ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait. Par exemple, il y en a 3, ils vont tous les jours, on ne sait pas pourquoi, ils vont au Palais Royal. Dans le Palais Royal, il y a un musée du commerce des colonies, ils y vont, ils ressortent, on ne sait pas ce qu'ils y font, enfin, des choses. Comme ça, plein de trucs. Et donc, j'ai fait un livre avec ça, avec tout ce matériau, qui est un matériau énorme. Donc, une enquête, en fait. Oh là là, il y a un truc qui sonne. Ouais. On va attendre. C'est le mien qui sonne, pourtant, je croyais l'avoir éteint. On va attendre qu'il cesse de sonner. Ah, mais ça, c'est les gens du café qui m'appellent, voilà. Voilà. On t'a entendu parler. Et bon, on va reprendre donc. Donc voilà, donc cette enquête sur le sabre, il y a la première partie qui se passe à Hué. Donc, comment le sabre a été pris? Je découvre qu'il a été pris par le général de Courcy pendant le sac de Hué. Enfin, bon, il y a toute la partie de l'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé à Hué le 5 juillet 1885, qui est un moment fondateur, parce que c'est le moment où l'Empire perd son pouvoir complètement, puisque les forces françaises vont prendre d'assaut la citadelle de Hué et mettre un empereur fantoche à la place de l'autre qui s'enfuit. Il s'enfuit dans la forêt, il va être rattrapé après, puis déporté à Alger. Et voilà, et on a mis une espèce de marionnette à sa place. Donc c'est fondateur, quoi, ce jour et ce sabre qui a été volé. Donc il y a la partie sur Hué, et puis la partie 1913. Donc Hué, c'est 1885, et Paris, c'est 1913, ce moment où il y a tous ces révolutionnaires. Et est-ce qu'il y en a un? C'est pas sûr, hein. Est-ce qu'il y en a un qui a vraiment... parmi eux, alors il y en a qui sont justement des tenants du retour à l'Empire, et il y a d'autres au contraire qui sont des communistes, donc qui sans doute n'ont pas eu envie de voler le sabre parce que ce n'était pas leur objet, etc. Donc il y a toute cette interrogation sur qui est qui.
À part ça, le directeur du musée de l'époque dit non, non, c'est un vol en interne, c'est un vol crapuleux, c'est un gardien qui a dû lui prendre le sabre. Mais je crois pas. À mon avis, je crois qu'il y a. Ah, mais il faut pas nous raconter. Ah non, mais je on sais pas. découvrira. Je fais pas. J'ai pas de preuves formelles, mais enfin, il y a des pistes. D'accord. Et il y a des pistes qui partent à la Comédie Française. Il y a des pistes qui partent, il y a des trucs partout. Et chacune de ces pistes ne conduit pas forcément à quelque chose. C'est des réseaux comme ça qu'on interroge. Donc ça aussi, à travers ça, ça raconte toute l'histoire des relations entre les Français et les Anamites pendant ces périodes-là. Voilà, c'est ça. Donc normalement, ça doit sortir Oui, en, je pense, janvier-février, en début 2014. d'accord. Et ça s'appelle donc Le sabre de l'empereur Xiaolong. On attend Voilà. avec impatience. Voilà tout. Et après, on ne sait pas ce qu'on fera. Après, Mais il si y on aura encore- retravaillera sur... C'est pas tout à fait fini, on retravaillera sur les métis, parce que j'ai un projet, mais qui est un peu plus long terme, parce qu'il demande un peu plus de temps, qui s'appelle Bande de métis, avec un point d'exclamation, Ah, avec, qui est de collecter des histoires de vie de métis. On a fait d'ailleurs déjà, avec nos amis, un film avec Rémi Gassambide, qui est un de ces métis. Et parce qu'en fait, avec tout ce travail, moi, j'ai rencontré plein de métis de tous les genres. Et je me suis aperçue que toutes les histoires étaient absolument fantastiques. On peut faire des téléfilms Des tranches de vie, sur Antenne 2 tant qu'on veut, à l'appel, avec chacun d'entre eux. Mais que surtout, chacun racontait quelque chose de tout à fait intéressant, parce que ça s'imbriquait, c'était à la fois la même chose et pas la même chose. Et notamment, ce qui m'est apparu en premier, c'est qu'un nombre important d'entre eux investissent leurs interrogations sur leur métissage, sur leurs origines vietnamiennes, dans des processus créatifs. Beaucoup dans les arts plastiques, mais aussi il y a des metteurs en scène, il y a des cinéastes, il y a des chanteurs. Le chanteur du groupe La Souris Déglinguée, la Thaï Loc, qui est un métis aussi, des écrivains. Donc beaucoup de gens qui ont travaillé cette matière-là. Et je voulais prioritairement les interviewer eux. Puis l'idée, c'est de voir aussi comment chacun, dans son histoire, avec une pratique créatrice ou non, ou une autre pratique, essayer de refaire du lien, de reconstruire quelque chose qui avait été détruit par la guerre, par le silence, par un tas de choses. Et j'ai trouvé qu'il y a des expressions... des formes très variées de solutions individuelles, de résilience, on pourrait dire. Et ça peut être s'investir dans un projet humanitaire au Vietnam, ça peut être l'autre qui est à la retraite, qui revient vivre au Vietnam et qui épouse une Vietnamienne qui a 18 ans. Et toutes ces démarches-là sont des démarches de tentative de reconstruction, d'autres qui épluchent les archives, qui sont des autodidactes et qui deviennent des spécialistes des archives. Des tas de formes comme ça. Donc mon envie, c'était de montrer ça en faisant des portraits filmés, dans un premier temps, en faisant une espèce de banque de données, de portraits filmés, puis peut-être après en faire quelque chose qui aura peut-être une forme livresque, mais pas forcément. Moi, je pensais à quelque chose aussi comme une exposition interactive où on pouvait voir, entendre. Voilà, mais c'est encore flou, quoi, parce que j'attends d'engranger d'abord ces entretiens pour en faire quelque chose après, quoi. Voilà, là après, j'ai pu... après, je sais pas. Voilà.